Et on va passer à la complication des cirrhoses et c'est Dominique Tabu qui va nous en parler. Bonjour à tous. J'essaye de passer les diapositives. Voilà, parfait, impeccable. Alors, cette première diapositive, c'est sur les recommandations de Baveno 7. Baveno 7 vient d'avoir lieu en virtuel et il y a des choses qui ont changé. Donc, je vais essayer d'être pédagogue parce que c'est pas simple. Vous savez qu'avant, on donnait des bêta-bloquants aux patients qui avaient des varices de l'œsophage de grande taille. Après une endoscopie, il y a des nouvelles choses à Baveno 7 et notamment qu'au lieu de cibler les varices de grade 2 ou 3, on va cibler l'hypertension portale significative, celle qui est définie par un gradient de pression hépatique supérieur à 10, je vous rassure qu'on ne va pas faire en pratique clinique. Et donc, à Baveno, il a été dit que maintenant, on donnerait des bêta-bloquants, à savoir du carvedilol, vous vous référez au texte, à des patients qui avaient une hypertension portale significative et une cirrhose. Et pour approximer l'hypertension portale significative, on avait des données de fibroscan, enfin d'élasticité hépatique et de plaquettes. Les données sont les suivantes, et vous pouvez regarder à gauche. Quand on a un patient qui a une hépatopathie chronique avancée, donc avec un fibroscan supérieur ou égal à 10 selon la définition, eh bien, on considère, s'il a un fibroscan supérieur à 25, qu'il a une hypertension portale significative et qu'on va le traiter par bêta-bloquant, à savoir du carvedilol, c'est une autre question, que quand il a un fibroscan inférieur ou égal à 15 et des plaquettes supérieures ou égales à 150 000, à ce moment-là, il n'a pas d'hypertension portale significative et il y a des données dans une étude notamment Anticipate qui veulent dire ça. Et puis entre les deux, on ne sait pas si la zone grise. Avec ça, c'est très bien parce qu'on arrive à sélectionner des malades sans et avec bêta-bloquants, sans faire d'endoscopie, mais il y a quand même 40 à 50% des patients qui sont dans la zone grise. Et donc là, c'est une très belle étude en fait d'Italie d'Italie en fait bicentrique, Bologne et Vérone, qui a regardé aussi d'autres indicateurs et notamment l'élastométrie splénique, supérieure ou inférieure ou égale à 40 kilopascal, selon le modèle à droite que vous voyez. Donc ce seraient des nouveaux critères, peut-être les critères de Baveno 8, on verra, avec chez les mêmes patients, quand on rajoute l'élasticité splénique, une hypertension portale significative avec au moins 2 des critères suivants. Fibroscan supérieur à 25, on l'avait déjà, plaquette inférieure à 150 000 ou élastrométrie splénique supérieure à 40. Et de l'autre côté, eh bien, quand on a au moins 2 des critères, fibroscan inférieur à 15, plaquette supérieure à 150 000 et élastométrie splénique inférieure à 40, et bien dans ces cas-là, on n'a pas d'hypertension portale significative. Donc, qu'est-ce que ça donne, cet algorithme, finalement? Eh bien, on va voir les résultats. Donc, il y avait une cohorte de dérivation, une cohorte de validation, Bologne et Vérone. Vous voyez que 200 patients ont été inclus et je vous donne les résultats en brut. Les résultats en brut, c'est qu'on valide le modèle de Baveno 7 parce que c'est des patients qui avaient eu un gradient de pression hépatique avec des très bonnes valeurs prédictives négatives et positives. Vous voyez, 100 et 94% et 100 à 93% dans les deux cohortes. Donc, ça, c'est bien. Mais avec entre 59,6 et 55,6% de patients qui sont dans la zone grise. Donc, ça veut dire que finalement, avec la validation, on va sélectionner seulement 40% des patients et que les autres, eh bien, on va en revenir à faire une endoscopie ou un gradient de pression hépatique, etc. Et donc, ils ont regardé en prenant le nouveau modèle, en incluant l'élastométrie splénique, parce qu'ils la font, et ils ont vu que les valeurs prédictives négatives et positives étaient également excellentes, 97 et 93% d'un côté, 90 et 92% d'un côté, donc on est toujours supérieur à 90%. Avec une zone grise qui était beaucoup réduite puisqu'elle était entre 14,9 et 7,4%. Et donc ça veut dire qu'en prenant, alors forcément, il y a un tout petit peu plus d'incertitude, mais si on s'habitue à faire l'élastométrie splénique et qu'on rentre ça dans les critères, eh bien, dans ces cas-là, eh bien, on arrivera à éviter les endoscopies et savoir si on prescrit ou non du carvedilol dans, on va dire, 90% des cas. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Il va y avoir d'autres cohortes de dérivation et de validation dans les 4 ans à venir, mais pour que vous soyez au courant de ça. Alors, j'ai sélectionné une autre communication orale qui m'a paru très importante, et là, on passe du côté des patients qui ont une cirrhose vraiment décompensée, les patients qui ont une cirrhose décompensée avec une insuffisance rénale aiguë. Vous savez que ces patients ont une maladie qui est très sévère. Et quand on regarde les causes d'insuffisance rénale aiguë, il y a bien sûr le syndrome hépatorénal, dont les critères ont été revus, je ne vais pas les détailler là, mais vous les aurez. De l'autre côté, d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë, comme l'hypovolémie, comme la nécrose tubulaire aiguë, qui peut suivre un syndrome hépatorénal, ou d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë. Et finalement, c'est pas si simple de faire le diagnostic. On sait que pour un syndrome hépatorénal, il faut de l'acide, mais après, entre toutes ces causes qui parfois peuvent se succéder, c'est pas si simple. Or, le traitement n'est pas le même. Et notamment dans le syndrome hépatorénal, vous savez qu'il y a un gain à donner de la terlipresine
et de l'albumine, puisque ça augmente la survie dans les 90 jours. Donc là, il s'agit d'une étude rétrospective italienne qui est une très jolie étude, qui a inclus 162 patients avec une insuffisance rénale aiguë et une cirrhose décompensée. Alors, vous pouvez regarder les caractéristiques brièvement, il n'y a que 23% de femmes. Ce sont des patients qui sont âgés de 62 ans avec des cirrhoses qui sont d'origine alcool ou virus de l'hépatite C majoritairement, 39% de diabète. Et puis, des patients, il y en a 18% qui ont une insuffisance rénale chronique. Sans surprise, 86% ont une acite et un MELD médian qui est à 25. Donc, c'est des patients qui sont très sévères. Quand on regarde les causes d'insuffisance rénale aiguë telles qu'ils ont été analysées par les cliniciens, on voit que sur 162 patients, on en a 64, donc la majorité qui ont un syndrome hépatorénal avec une insuffisance rénale aiguë, mais moins de la moitié. 36% qui ont une insuffisance rénale aiguë de 36 qui ont une insuffisance rénale aiguë de toute cause, 27 une nécrose tubulaire aiguë et 35 une hypovolémie. Donc finalement, seulement 64, donc un peu plus d'un tiers, qui ont un syndrome hépatorénal. Et alors, quand on avance, l'objectif de cette étude était de voir un nouveau marqueur qui s'appelle le NGAL urinaire pour voir s'il peut servir de diagnostic et de pronostic pour nous aider dans le diagnostic différentiel de ces insuffisances rénales aiguës. Et donc, les auteurs ont regardé le NGAL urinaire qui est assez facile à faire, finalement, si votre labo le fait, et ont regardé les choses et ont vu que le NGAL urinaire était très élevé en cas de nécrose tubulaire aiguë et bien inférieur dans les autres causes d'insuffisance rénale aiguë et notamment dans le syndrome hépatorénal. Quand on prenait ensuite, et c'est le diagramme du milieu, les patients qui avaient un syndrome hépatorénal, qui avaient un NGAL, et en regardant, donc c'est des valeurs inférieures de NGAL forcément, puisque c'est des malades qui sont dans les fourchettes plus basses, le NGAL était un critère de non-réponse au traitement chez les patients qui avaient un syndrome hépatorénal. Donc plus le NGAL était élevé, moins ils répondaient. Ce qui peut être important, parce que ça peut nous permettre de voir les patients qu'il va falloir peut-être diriger plus vite vers la transplantation hépatique. Et troisièmement, il y avait un seuil de réponse qui était identifié qu'il faudra bien sûr valider de 220 nanogrammes par millilitre. Et en dessous de 220, 70% des patients répondaient, et tandis qu'au-dessus, il y en avait seulement un tiers. Donc finalement, cette étude montre que le NGAL pourrait être un marqueur diagnostique et pronostic chez les patients qui présentent un syndrome hépatorénal. Donc il y a d'autres équipes qui ont travaillé là-dessus, notamment l'équipe de Pérégines en Espagne, qui trouve un petit peu les mêmes résultats, et donc c'est probablement un marqueur qui est un marqueur d'avenir. Diapositive suivante maintenant, et on va passer à l'ammoniémie. Donc on est toujours chez les patients décompensés, mais attention, ça c'est les malades qui sont en ville. Vous savez que l'ammoniémie, une ammoniémie qui est normale, fait rediscuter le diagnostic d'encéphalopathie hépatique pour chercher d'autres causes d'encéphalopathie, mais là on va sortir de l'encéphalopathie hépatique et on va regarder, on sait aussi que l'ammoniémie, l'hyperammoniémie est un facteur pronostic chez les patients cirrhotiques qui sont décompensés, mais même chez ceux qui n'ont pas d'encéphalopathie hépatique. On ne sait pas si le fait de traiter l'hyperammoniémie en tant que telle, c'est-à-dire de diminuer l'ammoniac dans le sang, augmente la survie. On sait quand il y a une encéphalopathie hépatique, mais sinon on ne sait pas. Ça, c'est une étude qui est extrêmement intéressante chez des patients qui sont en ambulatoire, qui est une étude Espagne, UK, chez des gens qui connaissent très bien, qu'on fait un consortium qui s'appelle AMON, où ils ont inclus des patients cirrhotiques, ambulatoires, et ils ont fait une ammoniémie au départ. Malheureusement, il n'y a pas d'ammoniémie après. Et ils ont regardé, donc vous voyez, il y a 4 cohortes, 2 dans chaque pays. Ils ont fait un suivi prospectif jusqu'au développement de complications hépatiques, transplantation ou décès, et recueilli les épisodes d'insuffisance hépatique aiguë sur chronique. Donc on a 603 patients, c'est énorme. Quand on regarde la relation, et là je dis bien, c'est des patients qui ont une ammoniémie en ville, donc vos patients, vous voyez, en consultation. Plus l'ammoniémie est élevée en consultation, plus les malades ont de probabilité de développer une ACLF à 3 mois. Donc, ça veut dire qu'en fonction de certains seuils, quand des malades ont une ammoniémie élevée en ville, il faut se méfier. Donc, ce serait peut-être un petit peu notre troponine des hépatologues. Peut-être pas encore quand même. Et vous voyez, quand on a des seuils à inférieurs ou supérieurs à 1,48 N, on voit que les malades développent plus une ACLF et que ce seuil est aussi pronostique puisqu'il permet de voir la survie à 5 ans. Donc, c'est une étude prospective de corps qui est très importante. C'est la première et c'est une pierre de plus pour dire que l'ammoniémie est probablement significativement associée à la mortalité, même en ambulatoire, chez les patients cirrhotiques sans encéphalopathie hépatique. Bien entendu, le step d'après, ce serait de voir si jamais quand on traite l'ammoniémie chez des patients ambulatoires pour diminuer l'hyperammoniémie ou même que les patients n'aient plus d'hyperammoniémie, ça améliore la survie et on n'en est pas encore là. Mais j'ai pensé que c'était une étude importante à vous montrer.
Alors ensuite, l'hydrothorax. Donc on est toujours chez les patients décompensés. Donc ça, c'est une complication qui est quand même très, très embêtante, l'hydrothorax. Et vous savez que la survie n'est pas bonne du tout. Donc là, il s'agit d'une jolie série, qui est une série australienne, qui visait à déterminer les facteurs pronostiques de survie chez des patients qui présentent un hydrothorax sur cirrhose et d'identifier des facteurs associés à une mortalité plus élevée. Donc, c'est une étude qui est rétrospective, multicentrique, dont 3 centres en Australie, dont un centre de transplantation hépatique sur 9 ans. Et donc, vous voyez déjà à gauche la probabilité de survie globale et survie sans transplantation. Bon, globalement, vous voyez bien qu'on est à 1 an là. Franchement, l'hydrothorax est de très mauvais pronostics avec des survies de transplantation à 40% à 1 an. Sur des séries qui sont, bon, c'est 84 patients, hein, ça paraît pas énorme, mais c'est beaucoup pour des hydrothorax. Souvent, l'hydrothorax est réfractaire au traitement dans cette série, même si je ne vous montre pas les données. Et puis ensuite, les auteurs ont fait quelque chose de très intéressant. Ils ont regardé les malades qui fumaient et qui ne fumaient pas et qui avaient une insuffisance rénale aiguë ou pas d'insuffisance rénale aiguë au moment de l'hydrothorax. Et vous voyez la chose suivante. Déjà, les malades qui ont une insuffisance rénale aiguë, même s'ils ne fument pas, ont un pronostic altéré par rapport à ceux qui n'ont pas d'insuffisance rénale aiguë. Et ça, on s'en doutait et on le sait bien. Et l'insuffisance rénale aiguë est souvent associée à l'hydrothorax, hein, et c'est souvent des syndromes hépatorénaux. Mais surtout, et là, les courbes baissent vraiment, regardez les patients tabagiques qui ont une survie extrêmement altérée, avec pratiquement 0% de survie à 1 an quand les malades fument. Donc ça, c'est des données qui sont très nouvelles et qui plaident vraiment pour l'arrêt du tabac chez les patients cirrhotiques avec hydrothorax, sans qu'on connaisse vraiment les mécanismes de tout ça, mais c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, dernier travail que j'ai sélectionné, le TIPS chez les sujets âgés. Alors, je l'ai sélectionné parce qu'on a de plus en plus d'appels pour des malades qu'on a envie de tipser et qui sont âgés. Et pourquoi? Parce que le vieillissement de la population, parce que le pronostic de la cirrhose s'est quand même amélioré sur 20 ans. Donc, les malades vivent de plus en plus vieux aussi quand ils ont une cirrhose. Et puis, parce que quand on pense TIPS, on pense derrière, si ça ne se passe pas bien, on aura peut-être la transplantation, mais que les patients qui ont plus de 70 ans ne doivent pas pouvoir les transplanter. Donc, c'est vraiment une question qui se pose et les cliniciens hésitent souvent à tipser les patients. Donc là, l'objectif, c'est une étude italienne, une rétrospective multicentrique. Ils connaissent très bien le TIPS en Italie. Hein. C'était de déterminer si le TIPS est une option thérapeutique efficace chez des patients âgés de plus de 70 ans. C'est une étude rétrospective qui a inclus 347 patients chez qui on a posé un TIPS dont un tiers avait plus de 70 ans ou égal à 70 ans, qui était la limite pour être âgé. On peut en discuter, mais c'est comme ça que ça a été fait et je trouve que c'est bien parce que c'est le moment où on ne discute plus de la transplantation hépatique. Et donc, vous voyez la survenue de complications sur cette diapositive après la pose d'un TIPS. Et donc, la survenue d'encéphalopathie, la survenue d'acide et la survenue d'hémorragie à 1 an étaient exactement les mêmes que les patients soient âgés ou pas âgés. Quand on regardait la survie était un petit peu inférieure chez les malades âgés, mais les courbes se séparaient après 3 ans et jusqu'à 5 ans. Donc, ça veut dire que ce n'était pas tout de suite. Et donc ça veut dire que chez les malades qui sont bien sélectionnés et qui ont plus de 70 ans, on doit pouvoir proposer un TIPS. C'est une grosse série, si tant est qu'on les sélectionne comme on les sélectionne en général pour les malades non âgés en étant extrêmement précautionneux. Donc, j'ai trouvé que c'était important et que c'était un abstract très pratique qui pouvait servir à tout le monde. Voilà, j'ai terminé sur la cirrhose.